que la gravité maintient nos pieds au sol et fait tourner la Terre autour du Soleil. Mais en fait, elle parvient à le faire uniquement parce qu'elle agit sur de gigantesques conglomérats de matière. Vous, moi, la Terre, le Soleil. Tandis qu'à l'échelle des atomes, la gravité est une force incroyablement faible. Einstein va donc s'acharner à essayer d'unifier ces deux forces d'intensité considérablement différentes. Et hélas pour lui, à peine s'est-il attelé à la tâche que d'immenses bouleversements dans le monde de la physique vont le laisser loin derrière. Einstein avait obtenu de tels résultats avant 1920 qu'il pensait tout naturellement pouvoir continuer à utiliser les mêmes jeux théoriques avec le même succès. Mais ce n'était pas le cas. Dans les années 20 et 30, on a découvert la nature sous un autre jour. Et les outils et les trucs dont disposait Einstein, et qui s'étaient montrés tellement efficaces, n'étaient plus applicables. En effet, dans les années 20, un groupe de jeunes scientifiques vole la vedette à Einstein avec une manière nouvelle et très excentrique de penser la physique. Leur vision de l'univers est tellement insolite qu'elle relègue la science-fiction au rang de pâle copie et ébranle la quête d'unification d'Einstein. Unification. Unification. Conduits par le physicien danois Niels Bohr, ces scientifiques découvrent une facette entièrement nouvelle de l'univers. Les atomes, longtemps considérés comme les plus petits éléments de la nature, s'avèrent constitués de particules encore plus petites. Le noyau désormais familier de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Or, les théories d'Einstein et de Maxwell ne peuvent expliquer la façon bizarre dont ces petits bouts de matière interagissent les uns avec les autres à l'intérieur de l'atome. Il y avait un grand mystère autour de ça. Tout ce qui arrivait au noyau, tandis qu'on commençait à disséquer l'atome de différentes manières. Et les vieilles théories étaient totalement impuissantes à l'expliquer. La gravité ne s'appliquait pas, elle était beaucoup trop faible, et l'électricité et le magnétisme ne suffisaient pas. En l'absence d'une théorie expliquant cet étrange nouveau monde, les scientifiques errent dans un territoire atomique inconnu à la recherche de n'importe quel repère identifiable. Et puis, vers la fin des années 20, tout cela va changer. C'est une période où les physiciens développent une nouvelle théorie appelée la mécanique quantique. Une théorie capable de décrire le monde microscopique avec beaucoup de succès. Mais voilà le problème. La mécanique quantique est une théorie radicale qui va soudain complètement pulvériser nos précédentes façons de considérer l'univers. Les théories d'Einstein présupposent un univers organisé et prévisible. Mais Niels Bohr n'est pas d'accord. Ses collègues et lui proclament qu'à l'échelle des atomes et des particules, le monde est un jeu de hasard. Au niveau atomique ou quantique, c'est le règne de l'incertitude. Le mieux qu'on puisse faire, d'après la mécanique quantique, c'est de prédire les chances ou probabilités d'avoir un résultat plutôt qu'un autre. Et cette idée singulière, merci, donne naissance à une vision inédite et troublante de la réalité. Tellement troublante que si les caractéristiques saugrenues de la mécanique quantique étaient perceptibles dans le monde de tous les jours, comme elles le sont ici, au Quantum Café, vous penseriez sans doute avoir perdu la tête.
Pendant presque 80 ans, la mécanique quantique a affirmé avec succès que le bizarre et l'étrange était typique de la façon dont notre univers se comporte à des échelles infiniment petites. À l'échelle de la vie quotidienne, nous ne ressentons pas directement l'étrangeté de la mécanique quantique. Mais ici, au Quantum Café, même les choses du quotidien se comportent parfois comme si elles étaient des choses microscopiques, elles aussi. Et j'ai beau venir régulièrement dans ce bar, je n'arriverai jamais à m'y habituer. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Je vais essayer. Elle dit qu'elle va essayer. Et oui, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des commandes précises comme un jus d'orange ici, au Quantum Café, parce qu'ici, tout est toujours régi par le hasard. Bien que je veuille un jus d'orange, il n'y a qu'une petite probabilité que j'en obtienne un, en fait. Et il n'y a pas de raison d'être déçu du fait qu'on ait un résultat ou bien un autre, parce que la mécanique quantique suggère que chacune des possibilités, telles que d'avoir un jus d'orange de couleur jaune ou peut-être un rouge, peuvent parfaitement se produire. En fait, elles peuvent très bien se produire dans des univers parallèles aux nôtres, des univers qui semblent réels à leurs habitants, autant que notre univers nous semble réel. S'il y a 1000 possibilités et que la mécanique quantique ne peut pas dire avec certitude laquelle ce sera, alors les 1000 se réaliseront. Vous pouvez rire et dire c'est forcément faux. Mais il y a beaucoup d'autres choses en physique qui semblaient fausses à l'époque où on les a trouvées et qui ne l'étaient pas. Il faut être prudent avant de dire c'est forcément faux. Et même dans notre propre univers, pour la mécanique quantique, il y a une chance que des choses qu'on pense habituellement impossibles puissent en fait se produire. Ainsi, il existe une possibilité que des particules traversent un mur ou une barrière que vous et moi considérons comme impénétrable. Il y a même une chance que j'arrive à passer à travers un élément solide comme un mur. Et cela dit, tous les calculs quantiques nous montrent bien que la probabilité qu'une chose pareille se produise dans le monde de tous les jours est tellement mince que je devrais continuer à foncer encore dans ce mur pendant presque une éternité pour avoir une chance raisonnable d'y arriver. Mais ici, ce genre de choses arrive, presque à tout moment. Il faut apprendre à oublier les idées reçues sur le monde pour comprendre la mécanique quantique. Au fond de moi, est-ce que j'ai l'impression de comprendre profondément et instinctivement la mécanique quantique? Non. Et Einstein non plus. Il restera jusqu'au bout convaincu que l'univers se comporte de façon sûre et prévisible. L'idée que l'on ne peut que calculer les probabilités que les choses tournent d'une façon ou d'une autre est un concept auquel il s'opposait farouchement. La mécanique quantique affirme que l'on ne peut pas connaître avec certitude l'issue d'une expérience. On ne peut qu'assigner une certaine probabilité au résultat de chaque expérience. Et ça déplaisait profondément à Einstein. Il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et pourtant, les unes après les autres, les expériences montrent qu'Einstein a tort et que la mécanique quantique décrit effectivement le fonctionnement du monde à l'échelle subatomique. La mécanique quantique n'est donc pas un luxe, quelque chose dont on peut se passer. Pourquoi l'eau est-elle comme elle est? Pourquoi la lumière la traverse-t-elle? Pourquoi est-elle transparente? Pourquoi d'autres choses ne le sont-elles pas? Comment les molécules se forment-elles? Pourquoi réagissent-elles ainsi? Dès l'instant où l'on veut comprendre quelque chose au niveau atomique, qui n'est pas du tout intuitif, on ne peut progresser qu'avec la mécanique quantique. La mécanique quantique est extraordinairement exacte. Il n'est encore jamais arrivé qu'une prédiction de la mécanique quantique contredise une observation. Jamais. Au début des années 30, la quête d'unification d'Einstein piétine, tandis que la mécanique quantique dévoile les secrets de l'atome. Les chercheurs s'aperçoivent que la gravité et l'électromagnétisme ne sont pas les seules interactions régissant l'univers. En sondant la structure de l'atome, ils découvrent deux nouvelles forces.
La première, l'interaction